Paul Schaeffer a été condamné à 20 ans de prison pour abus de mineurs. Le chef de la colonia Dignidad devra verser à ses victimes plusieurs millions d'indemnisations. Schaeffer a été arrêté en mars 2005 à Buenos Aires. Il était recherché au Chili depuis 1997. C'est le seul exemple dans le monde d'un système entièrement conçu pour satisfaire les perversions sexuelles pédophiles du leader d'une organisation. C'était un système quasi industriel pour l'approvisionner en enfants. Les accusations contre Paul Schaeffer ne s'arrêtent pas là. Un procès aura lieu à Paris pour arrestation et séquestration, suivi d'actes de torture. Le parcours de Schaeffer était un parcours qui était connu, peut-être pas dans ses détails, mais dans ses grandes lignes, issu du nazisme, pédophile notoire et criminel, et relais de la répression de la dictature de Pinochet. En 1955, M. Schaeffer est venu chez nous, en Autriche, dans la maison de mes parents. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Quand j'ai vu son visage, j'ai été bouleversée. Je me suis dit, c'est le Christ ? Pendant la guerre, il travaillait comme infirmier dans l'armée. Il n'a jamais fini l'école primaire. Il ne savait pas écrire. Il était pratiquement analphabète. On m'a décrit Paul Schaeffer comme quelqu'un qui savait très bien influencer les gens. Avec Hugo Barr, un prédicateur de l'église baptiste, il a fondé un foyer pour veuves et orphelins en Allemagne. Et pour cette œuvre, ils ont bien sûr reçu des aides du gouvernement. Les locaux de la colonie étaient à Heider. Oui, on doit monter par là. Ça doit être par là. Oui, c'est par là. Peut-être. Mais tout est différent, ça fait 50 ans qu'on n'est pas venu. Ça a été reconstruit. Ici, c'est resté pareil. Et l'école aussi, je reconnais parfaitement. C'était ici. Oui, c'était ici. Nous l'avons construit, moi en tout cas. En bas, c'était les bureaux. En haut, les dortoirs. Et les grandes fenêtres, là, c'était les salles de classe. Oui, les salles de classe. Il ne reste plus rien de toute la beauté et de tout l'amour qu'on avait mis dedans. On peut regarder à travers les vitres? Oui, on peut essayer. Je suis très ému de revoir ça après 45 ans. J'ai le cœur qui bat. Plus rien ne me raccroche à ce lieu. Moi non plus. Cet endroit ne me dit plus rien. Mon premier contact avec le foyer d'aide sociale en Allemagne et avec Paul Schaeffer a eu lieu en 1957. J'avais 12 ans. Ma famille n'était pas riche, on n'avait pas d'argent. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des gens en Allemagne étaient très pauvres. C'étaient des enfants qui n'avaient pas de foyer
Des orphelins notamment. Des enfants qui étaient en partie orphelins et qui sont venus poursuivre leur scolarité. Mais une fois qu'ils entraient dans la colonie, ils n'en ressortaient plus. J'ai bien remarqué qu'ils restaient là-bas. Je pensais que c'était parce que ça leur plaisait. C'est seulement plus tard qu'on a appris qu'ils y étaient forcés. On les y traitait avec brutalité et violence. Mais peut-être m'a-t-on à moi aussi joué la comédie parce qu'on voyait d'un bon œil que je rentre dans la colonie et que j'en ressorte et que je dise des choses positives sur eux. Elle avait les mêmes caractéristiques que beaucoup de sectes de l'après-guerre en Allemagne. C'était une secte endogène, organisée autour d'un leader charismatique. J'ai rencontré M. Schaeffer à Luther, dans la ville de Luther. C'était en 1957. Ça m'a beaucoup impressionné. Mes parents lui ont proposé de dormir chez nous, mais il n'y avait pas assez de lits. M. Schaeffer devait donc dormir dans ma chambre. Et il est venu dans mon lit. Ça a été mon premier contact avec lui. La rumeur a commencé alors à courir que Paul Schaeffer était homosexuel et pédophile. La police allemande a commencé à enquêter. C'est pour cela que Paul Schaeffer a décidé de fuir l'Allemagne. Et il est parti avec 300 personnes. Il a acheté une grande ferme, la Villa Baviera, appelée la Colonia Dignidad, à côté de Parral. En janvier 1962, il y a eu un premier convoi de 70 personnes, des enfants surtout. À l'époque, on avait envie d'aider les gens pauvres du Chili. Parce que dans les années 60, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient au Chili. Le pays était complètement sous-développé. Et avec notre travail, nous avons sauvé la vie de beaucoup de gens, surtout des enfants. Voici le certificat de fondation de la colonie en septembre 1961. À son arrivée au Chili, la Colonia Dignidad a deux grandes caractéristiques. C'est une secte formée autour d'un leader charismatique. C'est aussi une organisation fortement anticommuniste. Tout le monde dans les années 60 pensait que c'était une œuvre de bienfaisance. C'était écrit dans ses statuts. L'erreur a été qu'en 44 ans, tous les régimes politiques ont facilité la vie de la colonie. Ils ne sont pas chiliens. Ils viennent d'Allemagne avec leurs idées. Peut-être sont-ils une sorte de secte, si vous voulez les appeler comme ça. En tout cas, cette secte a fait beaucoup de bien aux gens du coin. Il y a eu un hôpital gratuit pendant beaucoup d'années, une école qui continuait de marcher encore. Espérons d'ailleurs qu'elle puisse continuer. Ils se sont développés grâce aux subventions de l'État chilien, pour la santé comme pour l'éducation. Une œuvre de bienfaisance, disait-il. Les gens qui vivaient alentour venaient 2 fois par semaine à l'hôpital pour se faire soigner gratuitement et recevoir leurs médicaments. Et notre travail à nous n'était pas rémunéré. Le travail était très dur. Les garçons devaient ramasser des pierres, et les filles aussi. C'était dur. La plupart d'entre nous souffrent encore de graves problèmes de dos. Ils m'ont fait travailler, je ne vous raconte même pas. Je travaillais avec de lourdes machines pour tracer des sillons pendant 12 heures d'affilée, avec un petit pain et un peu de thé. Et ceci pendant je ne sais combien de temps. Schaeffer a su inculquer l'idée du travail comme un service rendu à Dieu. S'ils aidaient les pauvres, s'ils travaillaient sans arrêt, sans rien demander pour eux-mêmes, leur place était assurée dans l'au-delà, dans la vie éternelle à laquelle ils étaient destinés.
La ferme avait une production abondante. Ils avaient beaucoup de poules, vendaient des œufs, des cochons, des vaches. C'était une ferme vraiment très productive. Ils travaillent avec des coûts extraordinairement bas. Ils étaient exonérés de tout type de taxes. Ils ne payaient aucun impôt. Par conséquent, ils pouvaient concurrencer de manière très efficace n'importe quelle autre entreprise. Maintenant, on connaît mieux la façon dont ils travaillaient. C'était lamentable. Bien sûr qu'il y avait des résultats, mais à quel prix? Quand quelqu'un s'exprimait, ce que moi je fais souvent, il était immédiatement muselé. Il était ensuite surveillé étroitement par les autres. Et chacun était content quand il pouvait aller dénoncer quelqu'un, parce qu'après, il avait une bonne note. On avait un tableau comme à l'école. Et quand il y avait des gens qui faisaient des bêtises pendant la journée, leur nom était inscrit au tableau et on leur faisait un procès public. Peu importe qui c'était, enfants, parents, grands-parents, tout le monde était condamné sans différence. Les micros, installés partout, permettaient à Schaeffer d'écouter toutes les conversations des colons. Il avait ainsi un contrôle direct sur eux, sur ce qu'ils faisaient et pensaient. Un jour, ils m'ont accusé d'avoir volé des clés. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Je n'ai rien volé du tout. Alors ils ont commencé à me frapper. Mais pas ici, ni ici. Sur la tête. Et partout. Et tous. Le pire, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était Schaeffer. Il était comme un animal. Il était tellement enragé qu'il ne voyait pas que je saignais. C'était un véritable système esclavagiste. Ils étaient soumis à des journées de travail très dures, sans aucune rémunération, sans aucun contrat, totalement coupés de la société et sans la moindre possibilité d'épanouissement individuel. Les colons étaient de véritables esclaves. Dans la Colonia Dignidad, il n'y avait pas de télévision, pas de journaux, il n'y avait pas de radio. Et ceci pendant des années. Il n'y avait même pas de calendrier. Pas de dimanche, pas de jour de repos. Pour eux, tout ça n'existait pas. Ils faisaient partie du nouveau royaume de Dieu. Et ça a duré pendant 30 ou 40 ans. Schaeffer avait ramené d'Allemagne des conceptions religieuses selon lesquelles il imposait à la colonie que les couples ne se marient pas sans son accord avant 40 ou 42 ans. Dès la naissance, les enfants devaient être placés avec leur tante dans des maisons différentes de celles de leurs parents. Et personne, ni les jeunes, ni les parents, ne devaient entrer en contact. Mami. Bitte? Bisschen lächeln. Hast du rausgeholt? Rausgeholt und abgeschlossen. Nein, du guckst jetzt nicht. Comment vous êtes connus? En cachette, dans la cuisine. C'est vrai? Oui. Pendant 12 ans, on se rencontrait en cachette. Surtout la nuit. Elle mettait son réveil sous l'oreiller et à peine il sonnait, elle l'éteignait et sortait en bleu de travail. On se retrouvait dans un souterrain ou dans une autre chambre. Elle se réveillait habituellement à 6h30 et avant l'heure du lever, elle était déjà de retour comme si de rien n'était. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Si l'on suivait la logique de Schaeffer, on arriverait à une société stérile. Parce que quand on interdit les couples, quand on sépare les femmes des hommes, il n'y a pas de nouvelle naissance. On a suivi pendant 2 années un traitement
afin d'avoir notre enfant. La raison pour laquelle on nous a donné ce traitement, c'était que beaucoup de jeunes filles ici recevaient des drogues à leur insu pour qu'elles ne se rebellent pas. Et aujourd'hui encore, on en ignore la composition. Ce qui est sûr, c'est que ça a perturbé le système reproductif des filles. Ils ont augmenté ma dose. Donc je suis devenue indifférente. Mais j'ai compris que c'était lié aux médicaments qu'ils me donnaient. Je me suis rendu compte à l'époque qu'ils avaient tout effacé de ma mémoire. Moi aussi, ils ont effacé ma mémoire. Je prenais jusqu'à 20 cachets par jour. Effectivement, les colons étaient maintenus dans un état quasi comateux et de façon permanente, notamment ceux qui posaient le plus de problèmes. C'était parfait pour que Schaeffer puisse faire ce qu'il voulait sans que personne de l'extérieur ne se doute de rien. Un paradis pédéraste dans la colonie. On était venu au Chili pour voir un pays où il y avait du lait et du miel, et tout ce qu'on a trouvé, c'est du sang et du sperme. Schaeffer a toujours abusé des mineurs. Et quand on y pense, on peut en déduire que la majorité des jeunes garçons de la Colonia Dignidad ont souffert d'abus sexuels de la part de Schaeffer. Quand il n'y a plus eu d'enfants allemands, ils ont ouvert les portes aux enfants chiliens, sélectionnés, teint blanc, yeux clairs. Schaeffer choisissait ceux dont il pouvait abuser le plus facilement. C'étaient toujours les mêmes. Des enfants de mères célibataires, séparés, de gens pauvres, sans ressources, qui n'allaient jamais faire appel à un avocat pour dénoncer la colonie, d'autant qu'elle avait un pouvoir économique conséquent. J'ai décidé de placer Eduardo là-bas parce que Paul Schaeffer me l'a demandé. Je lui avais écrit une lettre en sollicitant son aide pour finir ma maison parce qu'il avait une exploitation forestière dans la colonie. Il m'a fait savoir qu'il aimerait me voir en fin de semaine pour discuter avec moi. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Pourquoi tu n'amènes pas le petit Eduardo ici pour le placer dans l'internat ?» C'est ainsi qu'ils appelaient le lieu où les enfants étudiaient. Il m'a dit « Ici, il apprendra un métier. Toi, tu n'auras rien à payer. Et l'enfant ne manquera de rien. Tu pourras venir le voir quand tu voudras. » J'avais beau avoir mon frère là-bas, mes cousins, mes oncles. Je ne pouvais pas parler avec eux. Il n'était pas question d'aller voir son frère, non. C'était « tu n'as pas le droit de lui parler, tu dois garder tes distances et c'est tout ». Moi, j'ai fait partie du groupe proche de Paul Schaeffer. Alors, on l'aidait, on était au courant de tout, on savait ce qu'il faisait, et surtout avec les enfants. J'y allais les fins de semaine, mais je ne voyais jamais mon fils. De loin, je le voyais dans les camions, mais c'est tout. Au bout d'un certain temps, on s'est réunis avec 2 autres mères et on a porté plainte. Eduardo m'a raconté alors ce que lui faisait Paul Schaeffer. J'ai consulté de nombreux médecins, des professionnels. Et, selon eux, il serait franchement surprenant qu'un homme de 75 ans puisse avoir une érection. C'est qu'on avait honte. On voulait le raconter à personne parce qu'on se disait « La colonie est bienfaisante, elle aide les gens, il y a une école. » Et en même temps, on pensait « Cet homme est mauvais, il me fait des choses que je ne veux pas. » Alors je me tais. Il y a encore de gros doutes concernant d'éventuelles expérimentations auxquelles auraient été soumis les enfants chiliens qui ont intégré la colonie. Il est très difficile de connaître les limites de la Colonia Dignidad. Lorsque les victimes décrivent les horreurs subies, ce que l'on croit sorti d'une imagination exacerbée est bien en dessous de tout ce qu'on peut imaginer.
La réalité est bien pire. Pour s'enfuir de Colonia Dignidad, il aurait même fallu pouvoir contrôler la Lune. Car la luminosité de la Lune est telle au Chili qu'on peut lire un journal en pleine nuit. Et nos habits étaient de couleur rouge la journée, comme ceux des esclaves, et de couleur blanche la nuit. J'avais des chaussures qui avaient des marques pour qu'on reconnaisse mes traces. Il y avait un système de surveillance nuit et jour. Et puis, il fallait faire attention au niveau de l'eau du Perquilauquén, qu'il ne soit pas trop élevé, parce qu'ils avaient 40 chiens dressés pour rechercher les fugitifs. D'un côté, il y avait un mur de barbelés dans la plus grande tradition d'Auschwitz. Et de l'autre, côté ouest, le fleuve Perquilauquén, une barrière naturelle. Mais ce fleuve n'était pas tout. Sur les rives, voilà ce qu'il y avait et que montrent des photos très intéressantes. Je voulais m'enfuir et quand j'arrivais près du fleuve, il y avait ces pierres innocentes qui sont en réalité des capteurs infrarouges. Les sentiers aussi étaient piégés, car sous les feuilles, sous la terre, était cachée une plaque blanche munie de capteurs de pression. Et sous le poids d'un pied, en marchant ou en courant, on déclenchait un système d'alarme. Et là, on se faisait prendre, arrêter, punir, torturer. C'était une prison électronique. Les punitions étaient terribles dans la colonie. Ils te faisaient avaler des pilules contre la concentration, te faisaient des piqûres avec des doses de cheval. Ils te forçaient à travailler dans des conditions périlleuses, de manière à ce que tu aies un accident. Ils pouvaient alors se décharger de toute responsabilité. Personne n'était responsable. C'était un accident, on l'aimait bien, salut. Ce système, il a été importé par les colons, par Schaeffer. C'est celui d'Hitler. Ces défilés qu'ils faisaient selon le style néo-nazi ou carrément nazi, ça ne me paraissait pas normal. Dans ce cas, on ne peut ignorer les faits. Il y a eu de nombreux nazis qui sont partis pour l'Argentine, mais aussi pour le Chili. On remarque immédiatement que les nazis ont pu construire un véritable État dans l'État au Chili. Et parmi eux, il y avait Paul Schaeffer. Schaeffer a fondé sa colonie et les nazis, ceux qui étaient en exil, ont tout de suite pris contact avec lui. Et il a prêté son terrain de 14 000 hectares pour les cacher. Et il a créé des liens de communication entre eux. Cela apparaît dans le rapport du Sénat américain, dans lequel on dénonce la participation de Colonia Dignidad à une organisation nazie en Amérique latine. C'est l'opération Odessa. Je connais bien le dossier Odessa. Je sais comment, systématiquement, cette organisation a aidé les nazis à l'étranger à se construire une nouvelle vie. La Colonia Dignidad évoque un lieu extrêmement lugubre, un lieu de ténèbres, où les anciens dirigeants nazis auraient mis au service de la junte de Pinochet les compétences qu'ils avaient acquises sous Hitler. J'ai une responsabilité, bien sûr, pour le coup d'État, car j'y ai participé et je le reconnais. En fait, nous pensions qu'au Chili allait avoir lieu un grand vide politique, qui serait rempli par les forces armées.
et nous avons travaillé pour destituer Allende. Sous l'administration Nixon-Kissinger, les États-Unis sont intervenus massivement, publiquement et de manière clandestine, dans le but de déstabiliser et d'affaiblir, voire de renverser, le gouvernement de Salvador Allende. Pour cela, nous avons eu recours à toute personne susceptible de nous soutenir et prête à collaborer avec nous dans ce sens. Et c'est là qu'apparaît le rôle de la Colonia Dignidad. Elle était extrêmement efficace, avec tellement de ressources, avec son anti-marxisme extrême, je dirais même paranoïaque. C'est comme cela que j'ai été en contact avec Schaeffer et son organisation. L'armée lui a fourni du matériel, a installé des radars dans la colonie, lui a donné des hélicoptères. Schaeffer a réussi à atteindre les plus hautes sphères du pouvoir militaire. Les États-Unis ont tout de suite reconnu la dictature de Pinochet et l'ont aidé à consolider son pouvoir entre 1973 et 1976. Lors du coup d'État, la Colonia Dignidad a collaboré avec la police secrète de Pinochet, la DINA. C'est là qu'a eu lieu une alliance entre Paul Schaeffer et toute son équipe de commandement et la direction de la DINA, dont faisait partie Manuel Contreras et ses hommes. Et ils ont commis des exactions en violation des droits de l'homme. Contreras avait annoncé à la presse qu'il ne passerait pas un jour en prison. Et aujourd'hui, il est en prison, parce qu'il est impliqué dans plusieurs crimes qui ont été commis au sein de la Colonia Dignidad. Je sais ce qui s'est passé au sein de la Colonia Dignidad. Je sais que les gens ont disparu. Je sais qu'il y a eu des tortures, tout ce que vous voulez. Mais moi, je n'en fais pas partie. La seule et unique fois où j'y suis allé, ce fut le 20 août 1974, quand le général Pinochet m'a ordonné de l'accompagner. Et c'est la première et dernière fois que je suis allé à la colonie. J'ai eu l'occasion en 1975 d'aller à Colonia Dignidad. Et ce jour-là, quelqu'un m'a dit, ce devait être le responsable de la colonie, qu'il y avait un officier de Concepción qui ramenait un détenu. Et effectivement, un peu plus tard est arrivé un lieutenant avec un détenu. Je n'ai pas su qui était ce détenu. Ça ne m'intéressait pas d'ailleurs, puisque j'étais en vacances. Dans les cas de Contreras et Espinosa, il existe de multiples preuves dans le procès qui rendent compte d'une relation soutenue, systématique, organisée et structurée de la direction de la DINA, que dirigeait Contreras et dans laquelle Espinosa avait un rôle directif, avec le groupe organisé que dirigeait Schaeffer au sein de la Colonia Dignidad. Il leur prêtait ses locaux de la Villa Baviera pour détenir les personnes séquestrées par la DINA. Ce livre a été publié par Amnesty International en 1977. C'est le premier texte dénonçant publiquement les tortures politiques qui ont eu lieu au sein de la colonie. Celle-ci s'est d'ailleurs élevée contre Amnesty et un procès a été ouvert qui a duré plus de 20 ans. Voici le premier témoignage du Dr Peebles en 1977. On est arrivé dans une nouvelle salle où se trouvait une sorte de sommier. Et là, ils m'ont attaché à nouveau. Ils ont commencé à me mettre des électrodes tout le long du corps, un peu partout.
Et puis aussitôt après, ils ont commencé à m'envoyer des décharges électriques. Extrêmement fortes. Une patrouille de la DINA est allée me chercher. Elle était commandée par Pedro Espinosa, et c'est eux qui m'ont emmené à la Colonia Dignidad, en même temps qu'Eric Zott et Marcia Merino. Ça me fait bizarre, mais je suis tranquille parce que je suis avec vous. C'était ça la sensation que j'avais dans le véhicule. Ce gravier, c'est la sensation que j'avais. Tout cela, je l'ai fait les yeux bandés, les mains attachées, allongées sur le sol d'un fourgon. Le premier à nous accueillir, c'était Pedro Espinosa. Il nous a dit, ici, la situation est bien plus sérieuse et bien plus grave. Puis il nous a lu toute une série de mesures de sécurité et nous a mis aussitôt sous pression en nous disant « Tout ce que tu n'as pas dit ailleurs, tu vas finir par le dire ici. » À un moment, quand mon casque a glissé sous l'effet des convulsions, j'ai vu Pedro Espinosa. Peebles a fait une déclaration dans un journal en disant qu'il m'avait reconnu grâce à mes chaussettes. Il dit qu'il vous a reconnu. Je ne me suis jamais trouvé devant lui. Je n'ai jamais été là-bas, et encore moins dans la Colonia Dignidad. Puis, j'ai eu l'occasion de voir Paul Schaeffer. Quand je l'ai vu, il avait un visage plein de haine, très en colère, hors de lui, comme s'il perdait complètement le contrôle. Ensuite, ils m'ont collé à un arbre et ils ont tiré. Moi, je ne savais pas que c'était des balles à blanc. Ils se sont mis à rire et ils m'ont dit « Tu t'en es tiré cette fois-ci ». Puis ils m'ont tabassé et m'ont flanqué dans le coffre de la voiture. On est parti, on a dû rouler, je ne sais pas, peut-être 3 quarts d'heure. La voiture est passée sur un chemin de terre, puis à un moment on a traversé un pont en bois. La voiture s'est arrêtée. Et quelqu'un a demandé « Vous avez trouvé le gars ?» Et ils lui ont répondu « Oui, et il est balèze. » Voilà le pont. C'était celui qui était à côté. Là, il y avait un pont en bois et c'est par là qu'on passait. Le docteur Peebles et d'autres ont raconté qu'ils passaient par des ponts. Ils décrivaient les ponts. Et le pont du Perquilauquén, justement, était comme ça. Ce pont, dans le temps, avait une sonorité métallique parce qu'il y avait une plaque d'acier qui bougeait au passage des véhicules. Et quand on est allé faire la reconstitution des faits,
ils en retiraient cette plaque d'acier. Avec la complicité des autorités de la dictature militaire, ils ont donc enlevé cette plaque d'acier pour éviter que ça grince. En essayant de falsifier la réalité, ils dévoilaient donc leur propre culpabilité parce qu'ils cachaient la vérité. C'est écrit Villa Baviera, t'as vu? Oui, il y avait 2 portails fermés et qui s'ouvraient. Tout d'abord, il y en avait un où il donnait un mot de passe, et ensuite il y avait un trajet de 5 minutes, et le deuxième portail. À l'époque, ils les ont ouverts tous les 2, car ils étaient complètement fermés, et avec des gardes. Ça, c'est l'entrée. Comment allez-vous? Ça va bien? Un instant, je vais voir. D'accord, merci. Je crois qu'elle va nous faire des problèmes. Son mari est en prison. Don Victor est en réunion. Il vous demande d'attendre ici, s'il vous plaît. Je vais vous dire où je pense que j'étais. Un peu plus loin. Ça pourrait être ici. Ça, c'est l'épicerie? Non, je n'étais pas là. Je suis allé trop loin. Non. Moi, j'étais dans cette maison-là. Cette maison en face, à côté de la pompe essence? C'est ça qu'on m'a dit. C'est peut-être celle-ci. C'est peut-être là-bas. Fais voir. Ça pourrait être celle-là aussi. En réalité, ça pourrait être n'importe laquelle. Ça fait tellement longtemps. 30 ans ont passé. Et puis, on nous a amené les yeux bandés, avec des tampons de coton mouillés dans les oreilles. J'aimerais pouvoir reconnaître l'endroit où j'ai été torturé par Paul Schaeffer. J'ai donc passé 3 jours là-dedans, sans manger ni boire. D'après les informations indiquant où pouvaient à peu près avoir été détenues ces personnes, on est arrivé à un entrepôt où il y avait du grain, si mes souvenirs sont bons, du blé ou du seigle. L'entrepôt était plutôt grand, il faisait à peu près 10 mètres de haut. Et cette description coïncidait avec ce que plusieurs témoins avaient dit. C'est peut-être là qu'ils avaient été séquestrés. Voici un plan de la colonie. Ici, c'est le moulin à grains. Et là, c'était un sous-sol avec des pommes de terre. Et c'est à cet endroit que les témoins ont été torturés? Oui, dans les 2 bâtiments.
Le moulin avait une rampe que Zott et Peebles disent avoir montée quand ils étaient en voiture. Et cette rampe a été enlevée par la suite. Mais en 1988, on voyait que la rampe avait existé. C'est toujours le même problème. Ils ont modifié les lieux. Les colons allemands de la Colonia Dignidad ont eu très peur justement quand je me suis approché de cet endroit. Ils voulaient m'emmener ailleurs, en me disant que ce n'était qu'un grenier et qu'on n'allait rien y trouver. Ici, nous, on ne savait pas du tout ce qui se passait. À cause de la culture du secret qui existait. Je dormais et parfois on entendait des cris. Je me disais que quelqu'un était torturé quelque part. Les dépositions des Allemands étaient dictées par les dirigeants, et spécialement par Paul Schaeffer. Il leur disait ce qu'il fallait déclarer et ce qu'il fallait occulter, les faits réels, que des gens avaient été détenus. J'ai toujours pensé qu'on était des cobayes. Ils expérimentaient de nouvelles méthodes sur nous. À ce moment-là, en 1975, on avait déjà entendu parler de torture. Et ce n'était pas la même. Celle-ci était brutale. Ce n'était pourtant pas pour tuer. Personne n'aime parler de torture. Bon, voilà. Ils m'ont fait les choses classiques, des coups, des pressions, puis l'électricité, qui était très violente. Là, il y avait une petite machine qui fonctionnait tout le temps, une sorte d'extracteur d'air. Et moi, je l'entendais tout le temps, cette petite machine, 24 heures sur 24. Et elle s'éteignait par à-coups. Et puis, ils m'ont emmené sur un lit de camp. J'étais couché, les yeux bandés, pieds et mains liés. J'étais près d'un émetteur radio où l'on entendait des gens parler, donner des positions de véhicules qui rentraient, qui sortaient. Et de temps à autre, on entendait des phrases en allemand. Là, par exemple, il dit qu'il a appelé ça Kleine Werkstatt. C'est Schaeffer qui parle. Donc, il a peut-être appelé un régiment. En tout cas, la conversation se fait avec un général. Il dit qu'il a envoyé la Werkstatt et que tout est maintenant en ordre, que tout est au cimetière. Tout à coup, Schaeffer apparaît. Il fait un geste comme ça des deux mains et prononce le mot fertig, ce qui veut dire fini. Il s'assoit avec son chien, il commence à le caresser, nous regarde dans les yeux pendant qu'on discute. Il parlait parfois en allemand, parfois en espagnol. Mais ce qui est sûr, c'est que des noms comme Contreras ou Pinochet, on les comprenait très bien.
À un moment, ils m'ont enfermé dans une cage. C'était une cage en bois, comme un lit de Procuste qu'ils pouvaient rétrécir. Donc ils me serraient de plus en plus. Et je me suis retrouvé dans une position où je ne pouvais plus tenir debout. J'étais agenouillé. C'était comme une sorte de cercueil. J'avais la tête repliée. Et quand j'étais dans cette cage, ils venaient et me frappaient avec des bâtons. Ils cognaient sur la cage avec des bâtons. Je sentais les bâtons partout. Et ils faisaient rouler la cage à travers toute l'enceinte. J'étais complètement abruti par les décharges électriques. Et ils ont dit, voilà, ça s'arrête, c'est fini. Là, j'ai pensé qu'ils allaient me tuer. Et quand cette pensée m'est venue, je me suis dit, bon, jusqu'ici, j'ai tenu le coup. J'ai bien mené ma vie. Et je l'ai réussi. Alors, je vais bien la finir. Tu as compris pourquoi tu t'en es sorti vivant? Non, ça a toujours été un mystère. Ça restera toujours un mystère. Nous cherchons ici des altérations du terrain afin de trouver ce que le tribunal recherche, c'est-à-dire des restes de corps de disparus. L'histoire récente de ce pays a cette composante sinistre et ça en devient banal au quotidien. Voilà, on vit ça depuis plusieurs années. Nous avons des informations, et elles sont sûres, parce qu'elles ont été données par des gens qui étaient sur place au moment des faits. On peut établir avec certitude les lieux d'inhumation clandestins des personnes qui sont mortes à la colonie. Ces inhumations ont été suivies d'exhumations, également clandestines. En employant de grands moyens et avec une grande efficacité, tout a été enlevé. Donc, selon les informations dont on dispose, les corps ont été incinérés et jetés ensuite dans le fleuve le plus proche, le Perquilauquén. Dans la colonie, il y a des gens qui racontent « Moi, monsieur, je sais ça, car c'est moi qui les ai transférés. Moi, je sais ça parce que je les ai vus quand ils ont creusé le trou. Moi, je sais ça parce que j'ai vu quand ils les ont fusillés, quand ils les ont jetés. Et nous, on leur a jeté des branches, on les a incinérés, puis on les a recouverts. Et ensuite, monsieur, moi, j'ai vu quand les autres ont sorti les restes. » Un de mes meilleurs amis de jeunesse, un citoyen franco-chilien, Alfonso Chanfro, arrêté en juin 1974, a fini par disparaître là-bas. Cette information, je l'ai eue dans des circonstances assez spéciales.
dans des circonstances où moi-même j'étais détenu et porté disparu dans la prison de Cuatro Álamos. C'était en juin 1975. Un des détenus m'a dit que Chanfrot avait été amené à la Colonia Dignidad et que le mieux à faire, c'était de le considérer comme mort. Chanfrot ne donnait pas d'informations. Donc sa détention apparemment a été particulièrement longue et particulièrement douloureuse parce que ces tortionnaires n'arrivaient pas à leur fin avec lui. Ils m'ont gardée prisonnière pour faire pression sur Alfonso. Ils me torturaient et, comme ça, ils faisaient pression sur Alfonso. Et puis ils l'ont sorti de là, le 13 août 1974, avec d'autres. 7, je crois, qui étaient tous du MIR. Et ils ont tous disparu. Alfonso Chanfrot, selon ce document, était en relation avec le MIR. Alfonso Chanfrot apparaît comme détenu. Alfonso Chanfrot, prisonnier. Chanfrot Oyarce Alfonso. 28 juillet 1974. Cet homme a été capturé par l'armée en juillet 1974. Chanfrot Oyarce Alfonso. Lors d'une opération antiterroriste dans la ferme. Il est détenu, ou plutôt, il est mort au combat. Mort au combat. Il a été enterré à Cuesta de Barriga. Déterré en janvier 1979 par la DINA, la police secrète, et jeté à la mer. Voilà quel a été son destin final. Pourquoi ces méthodes? Chanfrot était terroriste. Tout cela était des terroristes. Nous avons été sélectifs. Car si nous avions commencé à prendre les gens, à les tuer, on aurait pu faire comme dans d'autres pays. Il y aurait pu y avoir 20 000 morts. Et pourquoi faire? Ce n'était pas nécessaire. Mais général, vous êtes militaire et vous devez respecter les lois de la guerre. Comme tous vos militaires, quand vous allez à la guerre, vous devez respecter les lois. Mais je n'ai pas dit qu'ici, il y avait une guerre. Il n'y a pas eu de guerre? Il n'y a pas eu de guerre. Je vous parlais d'autres pays tout à l'heure. Mais ici, il n'y en a pas eu. Et ceux qui combattaient, comment vous les appelez? C'étaient des terroristes. C'est totalement différent. Radio France Internationale, 6h en temps universel, 8h à Paris. La justice française et les crimes de la dictature chilienne, un procès des extorsionnaires aura lieu à Paris. Une nouvelle étape vers un procès français du général Pinochet. Alphonse Chanfrot, militant du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, est enlevé à Santiago par la DINA, la police secrète de Pinochet. Il est torturé pendant 14 jours, puis conduit à la Colonia Dignidad. Il disparaît dans cet immense domaine privé fondé par un ancien nazi, Paul Schaeffer. Il y a des témoins qui, de façon très précise, confirment la présence d'Alphonse Chanfrot et ensuite de son épouse qui a été avec lui torturée sauvagement rue de Londres, ce fameux centre de torture. Il y a ensuite l'autorité judiciaire qui témoigne de la présence d'Alphonse également au centre de la DINA situé à Colonia Dignidad. J'ai considéré qu'à un certain moment, on avait suffisamment d'éléments pour que cette affaire soit jugée. On peut en avoir toujours plus, mais là, moi je trouve que le dossier est suffisamment complet pour passer devant une cour d'assises. La France est un des seuls pays où, dans son code de procédure pénale depuis très longtemps, il a été admis qu'on pouvait juger les gens en leur absence. C'est une tradition française et qui n'est pas partagée par la majorité des pays européens.
Ça pourrait être un honneur pour la justice française d'être sans doute la seule juridiction qui condamnera jamais Pinochet. Pinochet a été sous le coup de plusieurs accusations au Chili, a été au bord de la salle d'audience à plusieurs reprises, et puis par une pirouette juridique et politique, à chaque fois, il a pu s'en échapper. Schaeffer a été extradé donc d'Argentine au Chili. La justice chilienne peut aussi effectivement mettre en accusation Schaeffer et le juger. Je suis impatient d'arriver au bout de cette enquête et d'avoir une certitude absolue sur ce qu'ont vécu les personnes portées disparues. C'est pour ça que j'ai mandaté la police d'investigation chilienne à la Colonia Dignidad, ou Villa Baviera. On a créé une brigade spéciale. Et ça a été un travail qui, malgré toutes ces années et malgré toutes les fouilles, n'a jamais pu aboutir. Il y avait trop de gens qui protégeaient la colonie. Exact. C'était un État dans l'État. Il y avait un filet de protection autour de Schaeffer et des gens de la colonie. En 3 mois, on a découvert que ce réseau était composé de politiques, de juges, de policiers, de chefs d'entreprise. C'était un réseau extrêmement important. Il y avait des archives, des boîtes avec des fiches de renseignement sur 39 000 à 40 000 personnes. La plus grande partie faisait référence à des gens auxquels s'intéressait particulièrement la colonie. Ils avaient des personnes très influentes. Ils s'arrangeaient toujours avec eux au niveau judiciaire, au niveau des forces armées ou bien du Parlement. Il y avait sûrement beaucoup de brassage d'argent, de pression de toutes sortes. Ils invitaient des gens à dîner ou à une fête dans la colonie. Ils les entraînaient dans des activités à moitié pornographiques, les filmaient, puis les faisaient chanter. Le chantage était l'arme de prédilection de Paul Schaeffer pendant les 40 dernières années. Et il lui a permis de résister à toutes les pressions de la société chilienne. Là-bas, à côté de cet arbre, il y a un autre bunker. On va aller le voir. Ça, ce sont les câbles qu'on a déterrés et qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Il y avait dans le terrain de la colonie des kilomètres et des kilomètres de câbles. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que tous ces câbles étaient cachés. Ils étaient enterrés. Beaucoup de câbles, une quantité énorme, sur tout le terrain de la colonie. La Colonia Dignidad avait des relations avec le gouvernement de Pinochet et avec les organisations anticommunistes internationales. Ils avaient un système de téléx directement relié à l'opération Condor et qui s'appelait Condortel. Et la CIA leur fournissait ces appareils de codage.
La CIA a soutenu, et c'est très clair dans les documents déclassifiés aujourd'hui, la coopération et l'échange de renseignements entre le Chili, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Le système de communication utilisé, d'après ce que je sais, était appelé Condortel. C'est un réseau de communication rapide entre capitales, centres de détention et les autres banques de données. Je vais vous donner un exemple d'opération courante dont j'ai de nombreuses confirmations. On arrête par exemple une personne au Paraguay. Et cette personne est chilienne. Les Paraguayens ne savent pas comment l'interroger. Ils savent qu'il est révolutionnaire, mais pas plus. Et grâce aux informations transmises par le Chili, par le réseau, ils savent exactement comment l'interroger. Là-haut, il y a une tour. Cette tour est un centre de télécommunication. On a tout coupé en 95. On l'a démantelé. Et depuis cette tour, il contrôlait tout ce qui était fréquence UHF et VHF. Selon une source d'information militaire américaine qui m'a confirmé l'existence de ce système, son utilisation était possible grâce à un système codé que partageaient tous les appareils militaires d'Amérique latine. Et tous ces appareils participaient à l'opération Condor. Ce que fait le président Bush en ce moment, c'est ce que vous appelez l'opération Condor? Quand tous les services secrets collaborent pour combattre sans répit le terrorisme dans le monde entier, c'est ça Condor? Je vous demande, aller en Afghanistan et tuer des gens, aller en Irak et tuer des gens, tuer tout le monde, chercher des informations, les services secrets, c'est Condor, ça? Ce que nous faisions, c'était réunir des renseignements au niveau régional. C'est assez effrayant, cette idée que personne ne pouvait être en sécurité nulle part, dans aucun pays du monde. Parce que cette organisation internationale vous suivait. Elle vous poursuivait et pouvait même vous tuer, où que vous vous trouviez. Ici, on a retrouvé toutes sortes d'armes. Des missiles solaires, des grenades, des mitraillettes et même des bazookas. ¿Es más atrás? Todos esos árboles que se ven ahí atrás, ahí son lugares. Cette année, la police a fait des découvertes. Dans une des caches de ce type, on a trouvé de la dynamite. Et au cours de l'année, on a trouvé d'autres choses, comme un arsenal à l'intérieur de la colonie. Ce n'est pas seulement moi, c'est toute la société chilienne qui a été effrayée par les armes qu'on a trouvées. Il y avait des armes de guerre, des armes de poing, des armes de fantaisie, comme on n'en voit qu'au cinéma.
des appareils photo, des cannes qui tirent des balles, des stylos. Et en plus de ces armes très spéciales, on a trouvé aussi des armes qui ne sont pas faites pour la défense individuelle, comme des armes anti-chars. Il n'y a pas de doute que durant la dictature, la Colonia Dignidad servait d'intermédiaire aux militaires pour apporter des armes illégales au Chili ou pour en sortir illégalement vers d'autres destinations. La Colonia Dignidad avait un grand cercle d'amis, et en particulier un grand ami en Allemagne, Gerhard Mertins, trafiquant d'armes connu qui a été à plusieurs reprises à la colonie et a fait de la contrebande d'armes grâce à la colonie. Merex était une organisation qui faisait du trafic d'armes. Elle a été fondée par Mertins et c'était une entreprise de trafic importante et prospère, qui marchait bien. Elle a été fondée, comme je le rappelle, au début des années 60. Mertins avait un immense carnet d'adresses au sein du gouvernement allemand. Comment on explique tout ça? Je ne suis pas au courant de ce genre de détails actuellement, donc je ne regrette non. Mertins faisait partie des services secrets allemands. Tout le monde le sait. Je le sais, moi, parce que j'étais ami avec le général qui dirigeait les services secrets allemands. Il est même venu au Chili. Et Mertins était un de ses subordonnés. Mertins était un héros de guerre nazie, un homme d'extrême droite, impliqué dans un certain nombre d'affaires douteuses en tant que trafiquant d'armes. On a aussi construit des armes. Des mitrailleuses, par exemple. Des mitrailleuses israéliennes. On avait le mode d'emploi. On a fabriqué entre 100 et 150 pièces. Les canons ont été importés d'Allemagne, mais le reste, c'est nous qui le faisions au Chili. On fabriquait des armes dans la colonie? Oui, aussi. Vous en êtes sûr? Vous l'avez vu? Oui, j'y étais. Je faisais partie de ceux qui produisaient des explosifs. Quand la DINA a voulu produire du gaz sarin, elle a exigé que le laboratoire soit déplacé dans la Colonia Dignidad. Et c'est ainsi qu'ils ont continué à produire ce gaz en très grande quantité. C'est un enquêteur officiel qui me l'a expliqué. Pourquoi, dans la Colonia Dignidad, fabriquait-on des armes chimiques, alors que c'est interdit dans le monde entier? Dans toutes les conventions, dans tous les traités internationaux. Et c'est parce qu'ils expérimentaient. Comme dans les camps de concentration, on faisait des expériences sur les Juifs. Là, ils faisaient pareil dans la Colonia Dignidad. Ils ont participé à l'assassinat d'opposants au régime, même hors du Chili, grâce au gaz sarin, qui provoque les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. Schaeffer gagnait beaucoup d'argent grâce au trafic d'armes, mais aussi et avant tout grâce à sa coopération étroite avec les services secrets de la dictature chilienne. Et dans ces affaires-là, il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est ainsi qu'une des plus grandes sources de revenus de Schaeffer était cet argent sale provenant des trafics illégaux. La Colonia Dignidad a amassé là-dedans plus de 100 millions de dollars et je crois que je suis bien loin du compte. À cette période, la colonie s'est vue accorder, grâce à un décret signé par Pinochet, les concessions de mines de molybdène, d'or, de titane, d'uranium, au sud du Chili. Avec le coup d'État, la colonie a reçu beaucoup d'argent en échange de la construction d'autoroutes. Et l'hôpital était une véritable mine d'or, car leurs services, prétendument gratuits, étaient facturés ensuite au ministère de la Santé. Avec le changement de gouvernement, l'arrivée du gouvernement démocratique, ils ont dû changer de stratégie, car ils n'étaient plus sous la protection ni de Pinochet, ni de la junte militaire.
Grâce à la stratégie élaborée par les avocats même de la colonie, en concertation avec ses dirigeants, et qui consiste à transférer ces biens aux nouvelles entreprises qu'ils ont créées, ils arrivent à défier l'action de l'État et continuent de fonctionner avec le même pouvoir économique. Ce qu'ont fait ces années de démocratie, ça a été de permettre l'accès à cet endroit pour que l'État chilien puisse y pénétrer, enquêter et savoir ce qui se passait. Quand on a su que Paul Schaeffer avait été arrêté, il y a eu comme un soulagement, un sentiment nouveau de sécurité. Il n'allait pas revenir de sitôt pour nous manipuler à nouveau. Maintenant, c'est plus tranquille. Il y a plus de liberté, on peut sortir quand on veut. Nous sommes un groupe de jeunes et nous avons décidé de prendre la direction de la colonie pour que la communauté ait un avenir. Et c'est une bonne chose pour les enfants, pour les grands-parents qui vivent ici. On ne peut pas séparer ici les colons des entreprises. Les entreprises de la Via Baviera, la Via Baviera de Paul Schaeffer, tout est mélangé. Il va falloir du temps pour parvenir à distinguer qui est qui. Tous ceux qui ont déjà 15 ou 20 ans, tous, ont des informations, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu, participé aux atrocités qui se sont produites là-bas. Personne n'est tout blanc. Ce qui nous préoccupe, c'est la réinsertion des colons au sein de la société chilienne, et aussi d'éclaircir les crimes qui ont eu lieu par le passé. Le problème, c'est que si la justice fonctionne bien, ils vont peut-être finir par être emprisonnés, parce qu'ils n'ont pas collaboré avec la justice. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir, notamment comment ils vont se répartir les parts du gâteau. Ici, on vous propose un ragoût de cerf accompagné d'un pudding aux pommes, de choux rouges ou de choucroute. Ce casino a été créé en 1984. Vous avez toute la charcuterie dans la vitrine. Et c'est rentable tout ça? Oui, bien sûr. C'est rentable puisque tout le monde aime nos produits. Ils ont une réputation de plus de 20 ans. La colonie s'est transformée. C'était une secte en 1961. C'est devenu une organisation capitaliste très rentable qui s'appelle Abratec, qui est propriétaire de tous les biens meubles, en particulier le mobilier, les machines. Et puis, il y a une autre entreprise qui s'appelle Cerro Florido, qui est propriétaire de toutes les terres autour de Parral, qui est propriétaire de toute l'exploitation de gravier et de plusieurs immeubles à Santiago. On a estimé les bénéfices de la colonie à plus de 4 millions de dollars par an.
Paul Schaeffer gérait l'argent et un jour il a dit que si on voulait partir, on pouvait s'acheter une île. Schaeffer disait aux colons qu'il avait un autre compte bancaire en Argentine, grâce auquel il pouvait tout recommencer à nouveau s'il le fallait. Et c'est ce qui explique comment Schaeffer a pu se moquer de la justice et de la police chilienne en allant s'installer en Argentine pendant plus de 5 ans. En 2004, nous avons été informés que Paul Schaeffer et un groupe de la Colonia Dignidad étaient susceptibles de se cacher dans la localité de Chivilcoy, à côté de Buenos Aires. C'est pour 26 cas d'abus de mineurs que la justice chilienne a décidé de me saisir ici pour qu'il soit jugé là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'Interpol Argentine a fait les premières démarches qui ont abouti à l'arrestation de Paul Schaeffer en 2005. Plus tard, on nous a demandé de l'expulser du pays. Les autorités judiciaires argentines ont remis Paul Schaeffer aux autorités chiliennes. Moi, j'ai vu qu'il avait l'air d'aller bien physiquement et mentalement aussi. Ce n'était pas le pauvre grand-père qu'on a voulu dire. Au point de vue physique et mental, il allait bien. Et on a aussi arrêté 3 autres membres de la colonie. Peter Schmidt, Rebecca Schaeffer-Schneider et Matthias Gerlach, pour avoir caché Paul Schaeffer. Mais comme à ce moment-là, la demande d'extradition ne concernait que Paul Schaeffer et pas les autres, on les a identifiés, on les a contrôlés, on a vérifié leur domicile et on les a remis en liberté. Voici la première publication qu'on a faite l'année dernière, quand on a appris l'arrestation de Paul Schaeffer. On a découvert qu'il était à Chivilcoy avec ses gardes du corps, qu'ils étaient là, dans cette localité. Jusqu'à ce moment-là, on ne savait rien. Les gens étaient très discrets, prenaient beaucoup de précautions. La ferme était toujours très bien gardée. Personne n'était au courant de leur présence à Chivilcoy, sauf un groupe très réduit de personnes qui avaient accès à la ferme. Peter Schmidt, qui était avec Paul Schaeffer en Argentine et qui est toujours là-bas, parce qu'il est interdit de sortie de territoire, a eu accès à l'argent sale de Schaeffer. Avec cet argent, ils ont acheté des maisons, notamment celles qu'ils avaient en Argentine. Une des maisons en Argentine a coûté au moins $1 million. Cela prouve les moyens qu'ils avaient. C'était des sommes énormes, environ 2 milliards de pesos, 4 millions de dollars. Bonjour, je voudrais parler à Peter Schmidt. C'est Fernando Publio du journal La Razón de la ville de Chivilcoy. Non, non, ils ont changé de numéro. La Solita. Sinon, vous ne l'avez pas? Non, ils ont changé de numéro. Ça, c'est un numéro privé. Vous n'avez pas leur nouveau numéro? Non, chaque fois qu'on leur a demandé, ils n'ont pas voulu le donner. On n'a pas pu connaître leur avis sur leur situation. On ne connaît pas leur opinion. On ne peut que spéculer. Bonjour, comment allez-vous? Ah, je ne t'avais pas reconnu. Depuis quand vous les connaissez? 10 ans. Le jour où ils sont arrivés, je leur ai vendu une machine à couper du bois, un tracteur, parce que je m'occupais de fournir des outils à cette ferme depuis longtemps. Et ils travaillent dans la ferme, tout le monde les connaît. C'est des gens très bien. Ces gens-là produisaient de la confiture, des fromages. Ils avaient un petit commerce. Ils avaient bâti une colonie où ils travaillaient. Et ceux qui achetaient leurs produits les appréciaient beaucoup. Mais quand Interpol est arrivé, que la bombe médiatique a explosé, alors on a enquêté et on a changé d'avis sur eux. Ils voulaient reproduire la colonie?
Non, il n'y avait pas de barbelés, c'était pas un camp de concentration non plus, c'était une ferme. Mais enfin... De quoi on les accuse aujourd'hui? Ils ne sont pas mis en question. Ils ont caché quelqu'un, c'est tout. On invente n'importe quoi pour les mettre en cause. Mais Schaeffer a été ici, ils l'ont amené ici. Quelle est la vérité? Eh oui, ils étaient ici. Ils l'ont emmené ici. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Galante l'a bien connu. Nous, on ne connaît ni Schaeffer, ni personne. Mais il ne peut pas dire le contraire, lui. Il m'a dit qu'il allait souvent à la ferme, qu'il faisait des affaires avec eux. Ceux qui habitent ici ne veulent pas voir de journalistes, c'est tout. Ne perdez pas votre temps. Aujourd'hui, s'ils sont en Argentine, c'est qu'ils doivent être aussi dans d'autres endroits du continent sud-américain. Et je le redis, si on veut en finir avec la Colonia Dignidad, il faut s'attaquer au pouvoir économique. Sinon, on ne pourra pas la détruire. Au contraire, elle va se multiplier, se reproduire avec de nouveaux visages, et ils vont commettre les mêmes atrocités, parce qu'ils vont avoir encore plus d'argent, encore plus de ressources. C'est un camp de concentration en Amérique latine qui a existé jusqu'en 2004, et qui existe encore pour certains. C'est une terrible honte pour le Chili, l'Amérique latine et le monde entier qu'existe encore la Colonia Dignidad. Ce système pervers qui s'est maintenu aussi longtemps et qui peut réapparaître n'importe où, à n'importe quel moment.